Bonjour à tous. Donc, dans cet audio, on va étudier le livre de Otto Weininger, Sexe et caractère, unique livre de l'auteur, puisque ce livre a été écrit en 1903, lorsqu'il avait 23 ans. C'est un livre assez impressionnant, je dois dire, qui m'a quand même mis une bonne claque. Il y a énormément d'idées à creuser, énormément de finesse et de nuances. Donc j'invite ceux qui écoutent à écouter jusqu'au bout et à ne pas tirer de jugement hâtif par rapport à certaines choses que je vais pouvoir dire. Et donc le livre a été écrit en 1903, l'auteur s'est également suicidé en 1903, à 23 ans. C'est un juif converti au christianisme, ce qui est très important dans, on va dire, son idiosyncrasie et donc son bagage culturel et intellectuel, tout ce qui lui permet de penser, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'un peu à la manière dont on a fait avec Karl Marx, on va étudier ça tranquillement ensemble, idée par idée, plutôt que de faire un gros résumé. En fait, j'ai noté toutes les idées intéressantes du livre de manière chronologique, et donc on va pouvoir les discuter une par une. En fait, lui, sa position par rapport au féminisme est assez lumineuse, puisque kantienne, c'est-à-dire que il accorde une grande importance à l'individualité, à l'individu qui se construit lui-même et qui s'émancipe, on va dire, du reste, des influences extérieures. Il s'émancipe des influences extérieures par sa propre influence intérieure. Il combat contre lui-même afin de libérer son esprit. Et comme on va le voir dans le livre, c'est un germe divin en fait, qui nous relie directement au divin. Cette émancipation individuelle kantienne. Donc lui, en fait, sa vision par rapport au féminisme, c'est qu'il faut absolument qu'il n'y ait aucun obstacle pour une femme de pouvoir pratiquer des activités, on va dire, d'hommes, à partir du moment où ça vient réellement d'un besoin intérieur. Et comme apparemment il y a des femmes qui ont réellement ce besoin, et que donc voilà, on doit tout faire pour que ces femmes puissent vivre librement, ce qui est 100% le cas aujourd'hui, bien entendu. Et en opposition à cela, il se prononce radicalement contre la création du moindre parti, du moindre mouvement féministe, puisque justement, en fait, une armée aussi grande soit-elle, et surtout le mouvement féministe, en fait, qui reste uniquement sur des revendications sociales, voire maintenant sociétales. En fait, une armée qui a uniquement des revendications sociétales ou sociales ne souhaite absolument pas la libération de l'esprit, ce qui est ce que l'homme, l'individu, doit viser en réalité. Aucune armée, aussi nombreuse soit-elle, ne peut amener l'individu à se libérer. Au contraire, le groupe amène plutôt l'individu à se dissoudre dans la multiplicité. Et en fait, la vraie libération de l'esprit ne peut venir justement d'aucune armée, si nombreuse et si combative soit-elle. L'individu doit y atteindre par lui-même et pour lui-même, au terme d'un combat solitaire. Et contre qui est-ce que l'individu doit livrer ce combat? C'est contre lui-même, ou plutôt contre ce qui s'oppose à cette libération en lui. Alors maintenant c'est terminé pour toute la partie justement traitant du féminisme, ce qui est très bien, et on va rentrer plus dans la partie véridique du livre. En fait, au début de l'ouvrage, Weininger fait un assez long réquisitoire pour expliquer que tout ce qu'il dit dans le livre, il ne faut pas le juger de prime abord, il ne faut pas se dire ah non mais ça c'est n'importe quoi, il faut vraiment le lire, l'écouter, le comprendre, et ensuite tout simplement l'appliquer empiriquement, c'est-à-dire vraiment par l'expérience, le retenir et voir ensuite lors de nos interactions entre H, entre F, si ce qu'il dit est véridique. Puisque ce n'est pas de l'idéologie, ça prétend plutôt être vraiment de la philosophie. Alors, ce qu'il nous dit ensuite, c'est que l'homme, donc là on commence à attaquer le vrai sujet, l'homme a les mêmes contenus psychiques que la femme, à cette différence près que, en fait, H réfléchit
reçoit la réalité de manière énotique, en énotisme, c'est-à-dire qu'elle confond, et énotisme c'est euh, euh, mélanger le sentir et le penser. Le sentir et le penser ne sont pas séparés de représentation, ne sont pas deux choses distinctes, ils sont mêlés l'un à l'autre. Et tout ça est bien évidemment complètement inconscient chez F, et donc imblâmable. Hein. C'est un constat. F réfléchit donc en énotisme, alors que H a beaucoup plus tendance à réfléchir en représentations distinctes qui lui permettent de raisonner différemment. Et cette différence psychique s'observe physiquement. L'homme a souvent un visage bien plus, on va dire, tiré au couteau, qui serait issu justement de cette capacité de représentation et donc de cette capacité intellectuelle peut-être qui puise plus d'énergie, qui contraste avec la mollesse et la rondeur physique d'une femme féminine qui au demeurant est ce qui est très agréable physiquement chez la femme. Et ces représentations distinctes, cette capacité, on va dire, psychique de H, le rend bien plus sensible. Alors là, c'est intéressant parce que justement, c'est quelque chose qu'on peut souvent remarquer. Les femmes disent souvent que les hommes sont beaucoup plus sensibles qu'elles, y compris à la douleur. Et ce que nous explique Weininger, c'est que oui, en effet, H est en effet beaucoup plus sensible, justement parce qu'il a cette capacité de représentation et qu'il vit moins dans l'énotisme. Moins on a de sensibilité, donc comme F, plus on est sujet aux énotismes. Et plus on réfléchit en énotisme, en confondant donc le sentir et le penser, moins on a de jugement. Parce que moins on a de capacité de représentation, de recul en fait, d'une certaine manière. Et selon lui, la preuve décisive de tout ce qu'on vient de dire, c'est que F attend toujours de H la clarification de ses représentations, c'est-à-dire l'interprétation de l'énotisme. Et alors ça, pour quiconque a déjà vécu avec une femme, c'est qu'une femme rentre d'une journée et raconte ce qui lui est arrivé. Elle ne raisonne pas ce qui lui est arrivé, elle raconte ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée, quelles ont donc été les sensations, etc. Et en fait, très souvent, elle attend de H une réinterprétation des énotismes et que H fasse jouer sa capacité d'abstraction et de représentation et lui explique ce qui s'est passé, on va dire, de manière plus pensée, plus représentative. Et donc, selon Weininger, c'est un caractère sexuel primordial chez H pour F. F veut toujours un homme plus intelligent qu'elle. Bon, c'est évidemment à porter à nuance parce que moi personnellement je connais aussi des femmes qui sont très contentes d'être avec des hommes moins intelligents qu'elles. Mais on peut dire qu'une F typique aurait envie d'être avec un homme plus intelligent. J'ai aussi énormément entendu de femmes dire qu'elles voulaient un homme qui avait un plus haut niveau, on va dire social, un plus haut niveau d'études, un métier mieux payé, donc on va dire dans la représentation collective plus qualifié qu'elle. H vit, si on veut conclure, et c'est de cette manière que conclut Weininger, c'est H vit en état de conscience et F en état d'inconscience, et donc F reçoit de H sa conscience. Alors, la discussion à propos du livre peut paraître un petit peu décousue au départ, étant donné qu'on a parlé un petit peu des femmes, et que là on va rentrer plus dans la première partie du livre où on fait abstraction de F pour se concentrer sur ce que H peut être. H n'est pas en permanence un homme de génie, par exemple, mais H peut être un homme de génie. Et on doit passer par toute cette première partie pour mieux comprendre les relations homme-femme à la fin. C'est un peu la justification philosophique dont je parlais au départ. Ça peut paraître un petit peu illogique, on a l'impression de passer du coq à l'âne, mais finalement, dans la continuité du livre, on y observera une grande logique. D'ailleurs, à ce sujet justement de l'homme de génie qui préoccupe beaucoup Weininger, qui en était un, et qui sans doute le savait et qui a réfléchi à la question, il a une définition assez remarquable justement du génie, qu'il qualifie comme une originalité, une individualité et une vocation
à une production personnelle. Il dissocie totalement le génie du talent, qu'il estime le talent assez héréditaire. Il prend l'exemple de la famille des Bach, qui sans doute étaient tous de brillants musiciens, je ne sais pas, et du génie, de l'homme de génie de chez les Bach, Jean-Sébastien, qui lui a eu vraiment une vocation particulière et une originalité. Et il peut y avoir génie sans talent. Et le génie est, selon lui, très lié au travail, en fait, hein, à la croyance, à l'envie d'être un homme de génie. Donc on espère qu'il a raison. Et il fait la distinction entre le génie et l'esprit. Vous savez, on parle des hommes d'esprit, les gens qui ont un peu de culture, qui placent deux, trois informations à un dîner, c'est assez intéressant. Il en parle en disant que ça n'a absolument évidemment rien à voir, que le génie se prend trop au sérieux et prend lui-même et les choses trop au sérieux pour montrer de l'esprit autrement qu'occasionnellement. Et en fait, les gens qui montrent de l'esprit sont plutôt des gens qui vont briller en société. Ils se soucient en fait de ce que leur pensée brille et étincelle. Ils se soucient pas du fait qu'elles mettent en lumière quelque chose. Et dans le rapport aux femmes, en fait, les hommes de génie, les hommes d'esprit sont... Lui, selon lui, une femme est incapable de reconnaître un homme de génie, mais elle peut apprécier un homme d'esprit. En fait, ce que la femme cherche, c'est un homme original, un homme extravagant, et une extravagance pour elle, finalement, en vaut une autre. Par rapport à l'idée de génie, lui, il dissocie vraiment deux génies dans son œuvre, et pour lui, c'est les deux seuls génies. Il n'y a pas de génie scientifique, selon lui, il y a uniquement l'artiste et le philosophe. Et en fait, l'homme de génie sera l'homme plus complet que les autres, dans le sens où il aura les autres en lui. Euh, c'est d'ailleurs la seule manière de comprendre l'autre, c'est de l'avoir en soi. Seul le fripon peut comprendre le fripon, et seul l'innocent comprend l'innocent quelque part. Et l'homme de génie va avoir justement plusieurs, va avoir une diversité d'êtres en lui qui lui permet de comprendre le monde. L'artiste est justement différent du philosophe en ce sens, dans le sens où l'artiste génial vit de la vie des autres, de la vie des êtres. Il se perd en elle et c'est sa source d'inspiration. On peut penser par exemple aux muses. Et le philosophe génial, au contraire, reconnaît en lui les hommes. Il pense l'unité de l'humanité, des caractères humains, des comportements humains, dans l'unité de sa propre personne à lui. Il développe énormément le thème de la mémoire, pour lui consubstantiel au génie. Il n'y a pas de génie qui naît de grande mémoire en fait, puisque la mémoire est ce qui permet de stocker en soi tout ce qu'on a vécu. Et quand on a cette fidélité de la mémoire et qu'on se souvient tout ce qu'on a successivement été, tout ce par quoi on est passé, tout ce qu'on a compris au travers d'expériences, au travers d'apprentissage, au travers de lecture, au travers de la vie, eh bien, on vit à proprement parler chaque instant plus intensément, chaque occasion est vécue avec plus d'intensité, puisque ce n'est pas seulement le moi présent au moment, à l'instant T, qui vit ce qu'il est en train de vivre, c'est le moi présent à l'instant T, avec la fidélité de mémoire de tout ce que j'ai été. Et ainsi, je peux replacer l'événement tel qu'il est en train de se présenter à moi dans la totalité de ma vie, et ainsi mieux le comprendre et en tirer quelque chose. Alors, il y a un passage que je trouve qui permet une petite digression, on va dire, politique, c'est qu'il dit que la fidélité de la mémoire est ce qui permet, non, est la racine de la piété. Ce qui m'a assez vite fait penser à la phrase de Bernanos, qui est on ne comprend rien au monde moderne tant qu'on n'a pas saisi qu'il s'agissait d'une immense entreprise contre la vie intérieure. Et c'est assez intéressant de voir que justement la vie intérieure donc, serait, selon Weininger, uniquement possible grâce à la fidélité de la mémoire. Et cette fidélité de la mémoire permet l'homme de génie, l'homme sans doute qui change un petit peu le monde, au moins à sa mesure, qui en tout cas essaye de le faire, ce qui est déjà énorme. Donc si la mémoire est la pierre angulaire de cette possibilité de la vie intérieure, du génie et donc de la transformation du monde, on comprend d'autant mieux la dépénalisation, la compréhension et même
la promotion du cannabis et de l'utilisation du cannabis au sein de la société française, et pas que française, mais ayant la modestie de commencer par parler de ce qui nous concerne, au sein de la société française, qui est l'outil, on va dire, de contrôle social qui fait le plus perdre la mémoire aux gens. Hein. Il suffit de fréquenter quelqu'un qui fume tous les jours, il n'a aucune mémoire. Il a quelques souvenirs à long terme, la mémoire à court terme n'existe plus et il est en permanence dans l'instantanéité. Donc voilà, une substance à rejeter à tout prix. Aussi, concernant la psychologie, il fait un procès intéressant à la psychologie. J'ai déjà dit d'ailleurs que le problème de la psychologie, c'est qu'elle considère le début et la fin dans la psychologie au lieu de considérer le début et la fin dans l'ontologie. Et en fait, c'est un peu le discours de Weininger. C'est intéressant parce que justement, en parlant de la mémoire, il parle du premier souvenir de l'homme. Le premier souvenir d'enfance qu'on a. Et qu'en fait, ce souvenir d'enfance n'est pas lié aux événements extérieurs, ce qui est au contraire la base de toute la psychologie moderne, c'est ce qu'il dit lui. Alors moi je suis jamais allé voir de psy et je suis pas non plus un expert de la psychologie. Je sais que énormément de gens autour de moi vont voir des psys, donc j'espère que cette idée peut peut-être leur permettre de pousser la réflexion ailleurs. L'idée c'est de dire que pour la psychologie, l'homme est une machine enregistreuse des événements. Alors que lui, ce qu'il explique, c'est que justement le premier souvenir d'enfance n'est pas le fait d'un choc extérieur, mais est le fait d'un long, très très long, et sans doute très intense, bien qu'inconscient, développement intérieur. Et il veut remplacer la psychologie par une nouvelle science qu'il appelle la biographie théorique, qui n'est en fait rien de plus que de l'ontologie. C'est-à-dire que il faut remplacer la psychologie par une biographie théorique du développement spirituel de l'homme, puisque c'est là qu'est la solution aux névroses, les réponses aux questions et les explications aux incompréhensions. Finalement, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on est quand on est d'une naissance et jusqu'à sa mort. Et quel est le but de la vie, quel est le but de l'être. Et toute science permettrait de développer et de comprendre son être intérieur et non pas de projeter, non pas de capter en permanence les événements extérieurs comme étant la cause de ce qu'on est. Pour revenir sur la mémoire c'est ce qui permet de vaincre le temps. C'est ce qui permet de créer l'intemporalité par la valeur. Je m'explique. Enfin, j'explique Weininger plutôt. En fait, grâce à la mémoire, on est capable de ne plus être inséré dans le temps. On est capable de comprendre que le temps passe et donc le séquentialiser et se le représenter. Et ainsi, en ayant vaincu le temps, on peut réfléchir dessus. On est en dehors de lui. On peut donc appréhender les événements de manière différente et beaucoup plus ontologique. On peut le considérer. Voilà. Si on veut, le très bon exemple comparatif que prend Weininger, c'est la passion. On est totalement incapable de réfléchir à ce que c'est que la passion quand on est dans la passion. Il faut en être sorti pour pouvoir pour pouvoir réfléchir dessus tout simplement. Et bien le temps, il en est de même du temps. Et l'individu qui n'a pas de mémoire, qui ne fait pas travailler sa mémoire, ne peut pas sortir du temps pour réfléchir sur lui. Et donc ne peut pas créer d'intemporel. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la mémoire et donc la création d'intemporalité? C'est la reconnaissance de valeur, c'est-à-dire reconnaître, comprendre, que le plus souvent d'ailleurs, bien inconsciemment, que ce qu'on est en train de vivre, ou ce qu'on a vécu, avait de la valeur pour soi, et est ainsi une clé sur laquelle on doit réfléchir. Il faut y réfléchir dans le sens où cette valeur qui triomphe de la mémoire traduit chez l'homme de génie, une volonté de valeur qui n'a rien à envier au niveau de la profondeur à la volonté de puissance nietzschéenne. Cette volonté de valeur, puisqu'en fait l'homme se rend bien compte que la seule chose qui reste, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui est éternel. Et donc cette volonté de valeur porte in fine sur un besoin, une volonté d'éternité chez l'homme de génie qui cherche à uniquement accorder son temps à des activités
éternel, à des choses éternelles. Il y a en fait deux manières d'atteindre l'éternité. La première, c'est par la génération, en ne mourant pas, en ayant un enfant qui perpétue finalement la vie physique des individus, puisque la première chose que veulent les parents, c'est se retrouver en leur enfant. Et la deuxième manière, c'est en fait d'avoir une œuvre, de construire, oui c'est ça, une œuvre, que ce soit une œuvre de l'esprit ou une œuvre d'art, qui est intemporelle et qui restera éternelle bien après qu'on soit mort. Puisque finalement, on accorde de valeurs positives qu'aux choses qui sont éternelles. Et c'est pour ça que le génie finit par se tourner exclusivement vers ces choses-là, et même en général à être en décalage par rapport au monde et à son temps. C'est ce que dit d'ailleurs Weininger. Il n'est jamais le véritable génie n'est jamais le produit de son temps. Il est intemporel, bien que coincé dans le temps qui est le sien, bien évidemment. Mais les erreurs de son temps ne sont pas celles du génie, et les caractéristiques de son temps ne doivent pas être celles du génie. En parlant justement d'intemporalité, on en arrive à ce qui est le concept, qui est l'intemporalité pure. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres capables de réfléchir conceptuellement ? C'est la logique. Grâce aux règles de la logique, on peut ingurgiter les concepts et ainsi vivre les événements, comprendre les événements et les choses en ayant en fond de pensée la connaissance de nos concepts, qui rend la lecture des événements presque intuitive par rapport à ces concepts. Quand on n'a pas les concepts, on réfléchit à tout de manière plutôt sensitive. C'est l'émotion qui va dicter la manière de comprendre l'événement. Quand on a le concept, c'est le concept qui permet de comprendre l'événement. Donc c'est la logique qui nous permet d'assimiler le concept. Et qu'est-ce que la logique ? En fait, la logique est, on va dire, l'organon d'Aristote. Ce sont les règles aristotéliciennes de la logique, qui sont au nombre de 4. Le principe d'identité, A égale A. Peu importe le temps auquel A est énoncé, A est toujours égal à A. Le principe de non-contradiction, A n'est pas égal à non-A. Le principe de tiers existant et le principe de raison suffisante, qui est défini par Leibniz dans sa Théodicée comme étant le fait qu'il y ait toujours une cause à n'importe quel événement. Il y a toujours quelque chose qui détermine. Chaque chose que l'on peut observer est une conséquence d'une cause précédente. Tout ça, ce sont donc les règles de la logique. Et comment, pour obtenir le concept, on a besoin de la logique. Et comment on obtient la logique ? Par la mémoire à long terme. D'où ce lien avec, en fait, la mémoire, qui est un élément fondamental de l'homme, ce long développement intérieur dont on parlait tout à l'heure par rapport au premier souvenir, c'est qu'en fait, l'homme n'est que sa mémoire incarnée à un temps T. Et donc cette mémoire à long terme nous permet d'assimiler les règles de la logique aristotélicienne, du syllogisme, puis donc les règles du concept, et ainsi d'assimiler les concepts pour pouvoir comprendre la réalité, on va dire, de manière transcendantale, objective, raisonnable. Or, les femmes, le F radical, est totalement dépourvu de cette mémoire à long terme. Cette mémoire à long terme n'existe pas chez F. F change, de par sa très grande suggestibilité, change en fonction des événements, en fonction du temps, en fonction de l'homme qu'elle fréquente, en fonction de l'influence qui agit le plus sur elle à ce moment-là. F n'a jamais de problème, c'est l'exemple que prend Weininger, pour condamner des périodes de sa vie. Alors que l'homme, entre guillemets, de génie, puisque quand on dit l'homme est capable de tout ça, ce sont les hommes de génie. C'est pas tous les hommes sont supérieurs à toutes les femmes, c'est pas du tout ça, c'est que l'homme de génie est capable, lui, de faire ressortir tous ces éléments, et cet homme de génie est un homme très rare. Mais F en est incapable, H en est capable, ce qui veut pas dire qu'il y arrive à chaque fois. Donc pour reprendre le fil, F n'a pas de cette mémoire à long terme, et donc il est logiquement, conceptuellement raisonnable de dire, c'est la conclusion de Weininger, qu'en fait F ne possède pas la logique. Le principe
de non-contradiction, le principe d'identité de tiers existant et de raison suffisante n'existe pas pour elle. C'est un élément, personnellement, je me permets d'ajouter du personnel, que je trouve extrêmement important, puisqu'en fait, je comprends beaucoup plus de débats, entre guillemets, de conversations que j'ai pu avoir avec des femmes, dans lesquelles, en fait, elles ne comprenaient pas raison. Elles n'y parvenaient pas. Et je prenais ça pour de la mauvaise foi, alors qu'en fait, tout ça est ontologique. Ce qui vient confirmer, selon Weininger, le fait que l'homme, justement, est fait pour le concept et a la possibilité de penser, c'est qu'il ressent toute erreur comme une faute. Il résulte de ce fait que l'homme ne devrait pas se tromper. S'il ressent l'erreur comme une faute, c'est que quelque part ça ne convient pas à son essence. Donc il doit trouver la vérité, et c'est la raison pour laquelle il le peut. Autrement, on ne serait pas ainsi dans la nature. Et la normativité de la logique fournit justement la preuve que la pensée de l'homme est libre et que son but est atteignable. La connaissance est un devoir et elle est le garant de sa possibilité de comprendre le monde. Et en fait, toute cette conception des choses de Weininger est profondément empreinte de l'œuvre de Kant, de la loi morale de Kant qu'on va rappeler ici. La loi morale de Kant, pour qu'on comprenne bien, c'est « agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle. » Deuxièmement, « agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. » Troisièmement et dernièrement, agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la République des volontés libres et raisonnables. En fait, on voit bien que l'idée de Weininger, c'est vraiment l'exigence intérieure. Il faut, pour l'homme qui veut devenir un homme de génie, puisque tout ça est une question de volonté et de travail, tous les hommes sont potentiellement des hommes de génie, mais simplement il faut vouloir développer cette fibre intérieure. Justement, cette fibre intérieure, c'est l'exigence personnelle, l'exigence qu'on n'a que envers soi. La loi morale, c'est de s'obéir à soi-même. Premièrement, de se découvrir, de comprendre son exigence intérieure et d'agir en accord avec celle-ci, et non pas en accord avec le monde extérieur, en accord avec les gens ou en accord avec ce que les autres et le monde extérieur veut de soi. Le but ultime de l'homme, c'est de se découvrir intérieurement et de suivre ce besoin. C'est pas une volonté de briller, c'est pas une volonté de réussir, c'est pas une volonté d'être le personnage le plus important. La volonté, c'est simplement c'est l'exigence personnelle de se découvrir et ensuite de suivre ce fort intérieur qui est directement relié au transcendantal, à Dieu d'une certaine manière. Pour prendre conscience de son existence intérieure, justement, il y a une très belle image utilisée par Weininger qui redonne mot pour mot la conclusion de la critique, c'est pas la critique de raison pure, la critique de la raison pratique de Kant. La conclusion de la critique de la raison pratique, c'est qu'il n'y a que deux choses au monde qui donnent au cœur une admirable, une exceptionnelle admiration, c'est le ciel étoilé au-dessus de moi et le ciel étoilé en moi, qui apparemment est une idée donc de Leibniz, de l'universel qu'on a en soi, du microcosme universel qu'on a en soi. Je m'explique. Il y a le monde, les étoiles, les nuages, l'espace, qui nous remplit d'une admiration sans borne, puisque ça nous dépasse tellement, il y a tellement un ordre, il y a tellement une intemporalité, que finalement on en est totalement admiratif. Mais le côté pervers de cette admiration, c'est qu'elle détruit totalement notre importance. En fait, nous ne sommes plus, en admirant ce système, qu'une matière douée de force vitale, qui, une fois la vie terminée, retournera matière et rendra à la Terre ce qu'elle est, ce qu'elle lui a pris un court instant. Et de l'autre côté, il y a l'admiration, une fois qu'on en a pris conscience, de son microcosme intérieur, qui est un système galactique, puisque on a l'unité en soi, l'unité de la multiplicité, et que le but de la vie de l'homme pour être actif, pour
pour s'accomplir, pour répondre à cette exigence intérieure, c'est d'abord de découvrir ce microcosme, découvrir qu'en fait, le ciel étoilé est tout et nous ne sommes rien. Et à la fois, nous sommes tout et le monde extérieur n'est rien. Et en fait, le premier but de la philosophie, le premier but de l'homme, le socle de la première révélation qui va permettre ensuite toutes les autres révélations à l'âme, c'est la découverte de ce moi intérieur en fait qu'on peut appeler âme. Et en fait, philosopher, ça consiste justement à se rencontrer soi-même. C'est une révélation de soi, c'est un réveil du moi réel par le moi idéal. On peut y voir un parallèle avec le surmoi freudien, qui est le but ultime, c'est-à-dire le moi idéal que l'on recherche à atteindre. Mais en fait, ce ne sont pas les conditions de la matérialité, de la réussite sociale qui nous permettent de l'atteindre, c'est-à-dire notre soumission à l'extériorité du monde, aux influences extérieures, mais au contraire, le repli vers son intériorité pour se comprendre, se révéler à soi-même, et ensuite entrer dans l'extérieur du monde, fourni de cette vie intérieure qui permet l'exigence, la compréhension de l'exigence de la mission qu'on a à effectuer dans le monde. C'est-à-dire, en fait, tout ça, c'est vraiment la compréhension ontologique de soi-même. Alors, nombre de philosophes disent que seules les natures supérieures sont en mesure de comprendre et de discerner ce moi intérieur, ce que je viens de vous décrire. Mais pour l'homme lambda, il y a un moyen, un outil qu'on peut utiliser pour commencer à explorer ce moi intérieur, commencer à le contempler et à l'approfondir, c'est grâce à la contemplation. Par exemple, je pense à la contemplation d'un paysage naturel magnifique, ces instants intemporels. Pendant les instants de contemplation, le temps et la durée disparaissent pour nous. Ce n'est pas nous qui sommes alors dans le temps, en train de le vivre, de voir les secondes s'écouler, c'est le temps, ces secondes, ces heures, ces minutes, c'est ce temps-là, ou plutôt la pure éternité absolue, qui est dans les instants de contemplation, en nous. On s'en soustrait et même on se le soumet. Ce n'est pas nous qui sommes perdus dans la contemplation du monde à rêvasser, mais c'est lui, c'est le monde objectif qui est perdu dans notre contemplation. Dans ces instants de contemplation, on sent, d'ailleurs c'est pour ça que ce sont des moments qui sont rarement accompagnés de mots, on sent qu'il y a quelque chose de plus profond en nous, et c'est cette chose plus profonde en nous qu'il faut développer, ce moi intérieur, ce cosmos, ce ciel étoilé en nous, qu'on peut aussi appeler âme, qu'on a appelé de toute éternité âme, notre âme. C'est là, dans cette révélation, dans cette conscience du moi intérieur, que la philosophie vient supplanter la science, qu'il n'y a même pas match, en fait, entre les deux, on va dire, disciplines. C'est pour ça que Weininger ne considère comme hommes de génie potentiel que les philosophes et les artistes, et certainement pas les hommes de science, parce que les hommes de science voient dans les choses ce qu'elles sont. Ils les limitent à ce qu'elles sont, à leurs composantes, à la limite chimique, et ne voient jamais en ces choses des symboles. Une colombe, pour un homme de science, est un oiseau qui a telle pigmentation, qui vient de telle race, etc. Une colombe, on connaît la Genèse, pour un homme de génie, un philosophe, est un symbole. Et tout ce symbolisme, toutes ces interprétations viennent du fait que, pour un philosophe, pour un homme de génie, il y a une extrême corrélation, pour utiliser un mot mathématique, il y a une extrême corrélation entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ils sont en permanence un miroir l'un de l'autre. L'infinité extérieure vient en miroir à l'infinité intérieure, et ces deux mondes s'interpénètrent en permanence et se révèlent l'un à l'autre pour révéler à l'homme ce qu'il est, ce qu'il doit faire, en permanence également. Le chaos et le cosmos sont des réalités extérieures aussi bien qu'intérieures. Le monde matériel, le monde des objets, est ce qui nous empêche principalement de découvrir ce moi intérieur.
Et c'est là où on voit à nouveau la profondeur et la capacité de pénétration euh, juste de la pensée de Karl Marx. Comme j'ai déjà pu le dire, c'est que à travers notamment son concept de fétichisation de la marchandise, c'est que la marchandise, le bien, ne nous permet pas, nous distrait et ne nous permet pas de nous plonger vers cette vie intérieure, vers cette capacité de l'âme. En lien également évidemment avec Jésus-Christ qui nous dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et Marx n'est pas qu'un penseur du capitalisme, ce n'est pas qu'un décrypteur, un type qui explique comment fonctionne le capitalisme à travers son livre Le Capital, c'est à travers tous les moments de silence et tous les concepts qu'il exprime dans ce livre, un réel philosophe qui nous dit bien, à travers les silences, tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne peut pas explorer à cause de ce système qui empêche, lui aussi, l'homme de se connaître, de se comprendre et de découvrir ce moi intérieur, son âme. Pour conclure un peu sur toute cette partie de l'homme de génie et du génie, finalement, ce qu'on voit, c'est que l'homme de génie est celui qui est supérieur intellectuellement, mais surtout supérieur moralement. C'est celui qui décide de suivre la moralité supérieure de l'être, l'idée supérieure de l'homme, un peu dépourvu des contingences terrestres. Et donc, tout ça, atteindre une moralité supérieure n'est qu'un acte de la volonté. Et c'est là l'acte héroïque kantien, suprême, c'est par la volonté atteindre la génialité, atteindre la moralité supérieure. Et donc c'est à la portée de tout homme, ce qui veut dire que c'est un devoir in fine pour tout homme, parce que est un homme de génie seulement celui qui veut l'être. Le concept, quant à lui, nous permet de faire d'un pur complexe de sensations euh, un objet. C'est-à-dire qu'un événement se passant, un certain nombre de sensations y sont associées, et se dissocier de ces sensations nous permet, le concept nous permet de se dissocier, et il redonne en fait, euh, il nous fait sortir de la subjectivité, et il redonne sa rigueur et sa beauté à la pensée humaine, sa rigueur et sa dignité. Grâce à lui, on est capable de transformer des impressions libres et changeantes en des objets. Ces objets, une fois analysés conceptuellement, nous permettent donc, dans un travail analytique, d'y porter à la fin un jugement. Et il y a dans le jugement une affirmation ou une négation de quelque chose. Et ce, au nom de quoi on affirme ou on nie, à savoir l'idée même de vérité, ne peut pas être tirée des sensations. C'est pour ça qu'on a besoin du concept pour atteindre la vérité. C'est que toute sensation se vaut. La colère est égale à la joie en termes d'intensité. Pourquoi l'une serait meilleure que l'autre? Pourquoi l'une serait plus juste que l'autre? Il n'y a pas de vérité de la sensation. L'homme doit s'extirper de lui-même et ne pas s'accepter en tant qu'être omniscient, comprendre que l'omniscience lui est externe, que la capacité de compréhension est loin de lui, et elle est interne également, et qu'il faut qu'il aille l'acquérir, il faut qu'il travaille pour pouvoir porter un jugement. Ce qui nous permet de comprendre tout le relativisme de l'école actuelle, de l'époque actuelle, pardon, car en fait, très peu sont philosophes, et nous sommes passés, vous le savez bien, depuis les audios qu'on a fait sur Marx, d'une France qui avait pour matière maîtresse la pensée, la philosophie, qui était l'accomplissement des plus grands hommes durant une certaine époque, à une France qui survalorise le matériel, la réussite matérielle et la réussite libérale. Donc il faut rejeter tout relativisme pour les philosophes en herbe que nous sommes, et nous attacher au concept, le travailler, l'étudier, lire, 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 et lire encore de la philosophie. Le jugement est en fait le point d'apothéose de l'analyse, et pour commencer à analyser, on a besoin du concept. Et là, on a toute la logique qui s'exprime dans
ce qu'on appelle l'expression logique formelle de la dualité. Alors, tout ça paraît un peu compliqué, je m'explique. Dans les normes de la logique qu'on a exprimée tout à l'heure, principalement donc, on va en citer 3, le principe d'identité, le principe de non-contradiction et le principe de raison suffisante. Les deux premières, le principe d'identité et le principe de non-contradiction, A égale A n'est pas égal à non-A, ces deux principes-là constituent la norme du concept. La femme, le F pur, est incapable de les reconnaître. Ce concept nous amène à l'analyse, et l'analyse nous amène au jugement, qui est lui ordonné par le principe logique de la raison suffisante, c'est-à-dire que tout a une cause. Les deux premiers, le principe d'identité et le principe de non-contradiction, sont unitaires. A égale A n'est pas égal à non A. On est vraiment dans l'unité de A. Alors que le principe de raison suffisante, qui est la norme du jugement, est l'idée du multiple qui se ramène à l'un. Donc, on voit que tout acte de la pensée, qui consiste à l'observation d'un événement, l'analyse par le concept et le jugement pour la conclusion de ce qui est vrai non pas subjectivement mais objectivement, donc tout acte de la pensée consiste à ordonner le multiple à l'un, et là on a quand même, c'est magnifique, on a même dans l'explication du raisonnement, l'un et le multiple qui se côtoient, l'un qui est posé comme principe du concept face à l'événement qui est le multiple, et le jugement qui finit par amener la multiplicité vers l'unité. Ça, seul H en est capable, peut-être même que seul H est capable de le comprendre. Pourquoi F en est incapable ? Tout simplement parce que la femme ne connaît pas et ne reconnaît pas le principe de non-contradiction et le principe d'identité qui se rapporte au concept, mais qu'elle ne connaît pas non plus le principe de raison suffisante, qui se rapporte, lui, au jugement, comme on vient de l'expliquer. Comment prouver ça ? En fait, la preuve de ça réside dans son absence de conscience intellectuelle. On va dire de conscience intellectuelle, je parle bien évidemment d'une conscience intellectuelle philosophique, on ne parle pas de conscience intellectuelle genre faire des PowerPoint pour une entreprise. La femme ne poursuit pas son idée, elle ne médite pas son idée. Elle est, selon Weininger, incapable de philosopher. Il lui manque la persévérance, la ténacité, l'opiniâtreté de la pensée et les motifs en général qui pourraient y pousser. Les problèmes intellectuels ne la font pas souffrir, ne l'empêchent pas de dormir. Le problème pour la femme n'est pas de connaître, mais d'être connue. La preuve de cette preuve, que la femme ne peut pas donc faire sien le concept puis le jugement, c'est que l'acte de juger est perçu par la femme, par toute femme, comme un acte masculin, et même un acte très viril. Il apparaît pour elle comme un caractère sexuel. La femme ne comprend pas et même trouve chiant et insupportable le sceptique qui peut résider en l'homme. Ce qu'elle exige de lui, c'est des idées bien arrêtées, une vision du monde, un chemin, une route. Le détail ne l'intéresse pas. À la limite, le détail, c'est son domaine à elle. Ce qu'elle cherche chez l'homme, ou en tout cas, elle perçoit le fait de juger, le fait de porter un raisonnement comme quelque chose de purement masculin. On en vient ensuite à l'idée de l'amour. L'amour est donc de la rencontre entre la femme et l'homme. Qu'est-ce que l'homme va chercher dans l'amour ? Qu'est-ce que la femme lui apporte dans l'amour ? Qu'est-ce qu'ils s'apportent un peu mutuellement finalement ? Mais comme on l'a développé depuis le départ, seul H est capable d'une certaine profondeur. En fait, H, l'homme sent bien au fond de lui, l'homme qui peut avoir du talent, l'homme qui veut avoir du talent, du génie plutôt, sent au fond de lui que
il a ce besoin d'accomplissement de soi. Il ressent toujours un vide tant qu'il n'a pas découvert son âme et qu'il n'est pas en mesure de se développer fondamentalement. Il se dit toujours, mais il me faut quelque chose, je suis fait pour autre chose, je ne suis pas fait que pour ces contingences terrestres. Dans son quotidien, voilà, il est fait pour autre chose, pour plus de grandeur. Et en fait, cette grandeur, elle est justement dans la réalisation de son monde intérieur, de son microcosme intérieur, qu'on doit réaliser en incarnant finalement l'idée de la perfection. Et au lieu de réaliser cette tâche, qui est difficile et ardue, l'homme instinctivement se dirige vers la femme et surtout vers l'amour, à la seule fin d'obtenir la délivrance de cette gêne de l'accomplissement qui est inconsciente, pour obtenir la délivrance sans combattre. Finalement, ça paraît être l'idée du bien d'aimer, et ainsi, se projetant, comme dans la haine, on projette ses défauts sur quelqu'un d'autre pour en faire un être extérieur facile à combattre, au lieu de réaliser que finalement, il n'y a pas de haine quand on se comprend, on se connaît, on connaît ses défauts et on essaye de lutter contre. Il n'y a pas de haine, il n'y a plus de haine possible. Et ben, l'amour, c'est la même chose, c'est également un sentiment de projection. Et en fait, on projette dans l'être aimé l'idéalité de sa personne, l'idéalité de ce que sa personne pourrait être. C'est un miracle attendu de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Et il est donc par définition même voué à l'échec. Et alors, il y a une autre chose intéressante pour illustrer tout ça, c'est que finalement, l'accomplissement de soi, c'est l'enfantement. C'est l'enfantement de sa propre personne et donc ensuite de sa propre œuvre et de la perfection de son essence. Et dans la femme et dans l'amour, entre guillemets, il y a deux choses. Il y a la sexualité et de l'autre côté, il y a l'érotisme, donc l'amour, qui sont deux choses, bien que très liées, peuvent être déliées, peuvent être séparées. Et alors, les deux ont deux objectifs différents dans le même sens, en fait. Au lieu d'avoir un accomplissement de soi, c'est un accomplissement par l'extérieur. La première, qui est plutôt l'apanage des hommes médiocres, selon Weininger, c'est la sexualité qui, en fait, se sert de la femme comme d'un moyen de parvenir au plaisir et d'avoir des enfants physiques. Et il y a l'autre, l'érotisme, l'amour, qui est plutôt au-dessus, qui utilise la femme comme un moyen de se hausser au niveau de ses valeurs. C'est-à-dire qu'en se projetant dans la femme, on essaye de devenir un homme meilleur. On entend énormément d'hommes dire ça. Une fois qu'ils sont mariés, ils ont arrêté les bêtises, ils se sont mis à fond dans le travail, ils se sont mis... Voilà, donc il y a une certaine hausse des valeurs, la valeur du travail, la valeur un peu de l'accomplissement de soi, de certaines choses, voilà, bien que ça reste flou, ou pas d'ailleurs. Et ce haussement des valeurs qu'on obtient grâce à l'amour a en vue la création, et en fait la création de l'enfant spirituel. Donc c'est le même enfant spirituel que celui qu'on obtient en soi-même. Mais on passe par l'amour qui est, selon Weininger, un mensonge, et le pire des mensonges, puisque celui qui extérieurement paraît le plus beau. Et il conclut avec cette très belle parole de la Diotima de Platon, dans Le Banquet, qui dit qu'en fait l'amour ne concerne pas le beau, mais est la création du beau. Et alors, linguistiquement, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que amour, c'est amor. C'est-à-dire, c'est la fin de la mort, l'anéantissement de la mort. Et on voit bien que l'anéantissement de la mort, c'est lié à un besoin d'éternité. Ce besoin d'éternité, il est accompli, du coup, par l'amour, mais idéalement, pour Weininger, il est obtenu par la perfection, la philosophie et le développement de son moi intérieur. Le problème dans l'amour et en amour véritable, c'est qu'un homme ne peut pas vivre le quotidien avec une femme et l'aimer. L'aimer d'un amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est la perfection finalement. C'est la volonté de perfection. Donc une personne dans le quotidien étant fatalement prisonnière des contingences terrestres, étant fatalement imparfaite, le phénomène de l'amour pur
et divin ne se réalise pas. En fait, on rentre dans un rapport de compréhension entre les deux amoureux, et qui est en fait le seul rapport moral possible entre deux êtres humains. Et en fait, ce rapport de compréhension qui fait qu'on voit les défauts de l'autre impacte fatalement l'amour qui, lui, ne s'adresse qu'à la perfection. Et il faut en fait, pour se trouver soi-même dans la femme, nier intégralement sa personne empirique. Et en fait, c'est un phénomène d'une très grande violence et d'une très grande cruauté. Et c'est ça le germe véritable de l'amour qui ne supporte pas l'imperfection, l'amour ultime, qui est perfection ultime, qui est lien avec la divinité, qui est du coup le remplaçant de cette perfection que peut incarner le moi intérieur une fois qu'il se réalise et une fois qu'il travaille sur lui-même. Cette cruauté à l'égard de l'autre est la source, selon Weininger, de l'égoïsme qui est au fond de tout amour. En fait, l'amour est tellement égoïste, on se cherche tellement soi-même dans l'amour, et au lieu d'y aller par son être intérieur, on attend le sauvetage de l'extérieur, mais en fait, ce sauvetage de l'extérieur n'est jamais qu'une projection de son intérieur. On cherche tellement son intérieur qu'on en vient à nier l'autre, à se nier l'un l'autre dans l'amour, et à considérer l'autre comme uniquement sa propriété. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour la première partie de ce livre, qui a vraiment un corps qui est un cours de philosophie pure, de philosophie pratique. C'est pour ça aussi que je voulais un peu l'excentrer, de la séparer de la deuxième partie du livre, en plus du fait que ça va faire un peu long, et puis qu'il y a déjà beaucoup d'infos, beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à regarder maintenant avec ce filtre. Ce bouquin, c'est le bouquin de référence d'un type comme Stéphane Edouard, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube que je vous invite à regarder, qui sont très intéressantes. À la lumière de tout ce qu'on a dit là, vous allez pouvoir regarder les vidéos de Stéphane Edouard d'une manière totalement différente, et vous allez beaucoup plus comprendre énormément des choses qu'il dit. Voilà, écoutez, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a intéressé, interloqué, n'hésitez pas une seconde à vous abonner. Tout ce travail, je fais tout ça gratuitement. Il y a bien un moment où tout travail mérite salaire. Il va falloir un moment que je gagne quand même quelque chose pour tout ça. Donc en vous abonnant, vous allez me permettre d'accéder à des revenus sur YouTube. Et j'espère ensuite diversifier, bien entendu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie, qui sera beaucoup plus portée sur H et F. On va beaucoup plus sortir du concept et du cours de philosophie pour rentrer dans l'empirique, dans le pratique. Ça va être, et c'est très croustillant, très polémique, on va dire, hein, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses, on n'est pas toujours très objectif, mais vraiment terriblement intéressant. Donc je vous dis à très vite pour la deuxième partie.